Alors, je vous accueille dans cette assemblée, le Conseil économique, social et environnemental. C'est la 3e assemblée de ce pays, comme vous le savez, à côté du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est une assemblée auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Je suis professeur d'économie politique, mais je me suis toujours investi dans le champ de l'action politique, soit en travaillant ici, soit en conseillant un président de la République ou quelques ministres. Je crois que c'est important d'avoir en effet une vision qui soit fondée sur des chiffres, l'économie, mais également sur des engagements plus idéologiques. C'est ce que l'on pourrait appeler la partie plus politique, en l'occurrence ici, la défense de la démocratie dite participative. Si l'on regarde la simple statistique politique, d'une part, et le basculement à droite, voire à la droite extrême de la France d'autre part, mais comme de l'environnement de notre pays sur le plan européen, vous avez une évolution vers la droite qui est tout à fait évidente, banale. Vous l'observez en Allemagne, vous l'observez aussi chez nos voisins belges ou néerlandais, comme chez nos voisins et amis italiens, bien évidemment. Les chances pour l'emporter lors des prochaines présidentielles, c'est ce que vous voulez dire, elles sont grandes, mais il y a 2 obstacles pour Mme Le Pen. Le premier est un obstacle judiciaire. Si elle est condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens, elle ne pourra pas se présenter. C'est un premier obstacle, il n'est pas évident qu'elle le franchisse. Je crois qu'elle sera condamnée, même si je pourrais, au titre de la démocratie, le regretter, comme beaucoup de nos hommes et femmes politiques. En effet, c'est au peuple de trancher, peut-être pas au juge, mais néanmoins, s'il y a eu des erreurs évidentes, s'il y a eu des compromissions reconnues, on peut comprendre une condamnation. Si ce premier obstacle était franchi, il y aurait un obstacle second, ce que l'on appelle le mur de verre. En effet, on ne dégage pas une majorité comme cela. Et cette majorité, elle va dépendre de la personnalité politique qui sera présente au second tour contre elle, puisqu'elle sera nécessairement, à partir de ce moment-là, pour ce qui la concerne, présente au premier tour et donc au second tour ensuite, dans l'hypothèse que je formule. S'il s'agit de M. Mélenchon, présent contre elle, ce que je ne crois pas, à ce moment-là, elle est élue. Mais si vous avez un autre adversaire politique, sur sa droite ou sur le centre droit, alors elle sera battue, de la même manière que M. Macron l'a battue, parce que, et vous avez observé les manifestations lors de la mort de Jean-Marie Le Pen, même si l'on peut regretter ces manifestations, il y a quand même un fort ressenti de la population française pour que cette partie de notre échiquier politique n'arrive pas au pouvoir ultime, celui de la présidence de la République. Donc je ne pense pas, pour répondre à votre question, que, en dehors des circonstances que je viens d'évoquer, qui seraient un blanchiment judiciaire et une opposition à M. Mélenchon, je ne pense pas qu'elle sera élue. Je ne crois pas en effet que les conditions de son élection seraient réunies. C'est en effet ce message qu'elle veut transmettre, mais je ne crois pas que ce soit son intérêt. Et je pense qu'elle a tout à fait conscience qu'il ne serait pas bon pour elle, dans la perspective justement d'une prochaine élection présidentielle, de voter une motion de censure renversant le gouvernement du Premier ministre François Bayrou. Je crois qu'elle le sait, donc elle peut en agiter la menace, évidemment. C'est sur le plan du jeu politique normal, pour ne pas dire plutôt bien vu. Mais je pense qu'elle ne le ferait pas parce qu'elle prendrait le risque de se discréditer dans l'opinion, alors qu'elle veut apparaître comme une femme politique raisonnable, comme une femme politique gérant et présidant un parti de gouvernement. Donc elle ne prendra pas le risque de mettre ce pays en danger. Certainement pas. Il faut que nous ayons un budget, il faut que nous ayons un peu de calme et de paix, et je crois qu'elle l'a parfaitement compris. Alors dans les 2 années qui viennent, avant l'élection présidentielle, c'est ce que vous voulez dire, la France va suivre une évolution comme celle des pays voisins que nous évoquions. Elle va lutter contre l'immigration, c'est évident. Elle va prendre des dispositions légales, réglementaires, concernant l'immigration clandestine, et même d'ailleurs l'immigration en général. Elle va beaucoup évoluer, la France, sur ce point. Deuxièmement, elle va renforcer
sa politique de souveraineté énergétique et alimentaire. Ça, c'est évident aussi. Sur le plan énergétique, vous connaissez les décisions qui ont été prises pour construire des petites centrales nucléaires. Il y en a 7 qui vont être construites. Donc la France va retrouver sa souveraineté, son indépendance énergétique. D'ailleurs, la France est redevenue exportatrice d'électricité, ne l'oubliez pas. Elle va également, la France, récupérer sa souveraineté alimentaire. Elle s'oppose, par exemple, à la signature du Mercosur, ce fameux accord qui permettrait à des pays d'Amérique latine, voire au Canada, d'exporter plus facilement leur production agricole chez nous. Le président de la République, vous l'avez entendu, s'y est très largement opposé, alors que l'Union européenne y paraît très favorable. C'est l'intérêt de nos partenaires allemands, c'est exact, mais ça n'est pas l'intérêt de la France. Donc la France va renforcer sa souveraineté énergétique, sa souveraineté alimentaire. Et puis troisièmement, je pense que la France, sans s'éloigner de l'Europe, bien évidemment, va retrouver une forme de leadership sur le plan du continent européen. Il ne s'agit pas de s'extraire ou de s'abstraire de l'Union européenne, mais de regarder l'évolution de celle-ci et de considérer qu'effectivement, le peuple français, qui n'avait pas voté, vous le savez, les accords de Maastricht, est en train de faire entendre une voix un peu différente. Nous restons européens, arrimés à l'Union européenne, mais en préservant quand même ce qui fait notre spécificité. C'est la troisième évolution à côté des deux précédentes que j'ai évoquées. C'est la conséquence logique, votre question le montre, des évolutions que j'évoquais tout à l'heure. Parce que l'évolution vers la droite, pour ne pas dire encore une fois la droite extrême de nos voisins d'une part, mais aussi des États-Unis, avec l'élection de M. Trump, tout cela montre que il y a des évolutions géopolitiques considérables. Les États-Unis s'éloignent ou vont s'éloigner du continent européen. Ils nous disent déjà la guerre en Ukraine, les difficultés que vous avez au sein de l'Union européenne, c'est votre affaire, pas la nôtre. Ils nous disent encore, les Américains, nous avons un problème qui est l'Asie-Pacifique, avec la Chine, avec les produits chinois. Nous avons des difficultés que nous devons régler à l'égard donc de la Chine, qui sont beaucoup plus importantes et pour nous et pour la paix dans le monde. Donc, pour ce qui est de l'attitude et de la diplomatie française, il va bien falloir qu'elle retrouve effectivement, et notamment à l'égard de l'Union européenne, une forme d'indépendance et de souveraineté. Vous savez que la France, avec le général de Gaulle, était considérée, et c'était toute sa diplomatie, comme un pays indépendant, avec une voix originale, particulière, forte, puisque nous avons une place au Conseil de sécurité à l'ONU, et en plus de ça, entre guillemets, la bombe atomique. Donc nous sommes un pays nucléaire, avec un pays également qui, possédant cette voix au sein du Conseil de sécurité, peut la faire entendre au monde entier. Donc je crois qu'il va y avoir des inflexions fortes, aussi bien donc vis-à-vis de l'Union européenne, je reprends ce que je disais tout à l'heure, que vis-à-vis des États-Unis ou des autres nations en Asie. La France fera entendre sa voix originale à nouveau. Elle sera gaullienne, cette voix-là, beaucoup plus qu'elle a été mitterrandienne ou chiracienne, si vous le permettez, pour essayer de faire des nuances pour vos téléspectateurs. Ces conséquences-là vont infléchir effectivement la place et le rôle de la France dans le monde. Et je pense que de ce point de vue, les Français, mais le monde probablement aussi, attend cette évolution que je viens de souligner. Vous me faites songer, avec votre question, au titre d'un livre récent, dont l'auteur est Alain Boer, à la fois spécialiste des questions internationales et sociologue, en même temps que criminologue. Le titre de ce livre est celui-ci, Au commencement et la guerre. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la vie en général, au commencement et la guerre. La vie, elle n'est que guerre. Elle n'est pas autre chose que cela. Nous avons connu une période de 70 ans de paix. C'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et si vous relisez Thucydide, le grand historien grec, sur les guerres du Péloponnèse, vous savez que la relation du fort au faible, du faible au fort, est toujours une relation de guerre. Donc, la guerre fait partie de notre environnement, de notre vie au quotidien. Elle est de retour, mais en vérité, elle n'était jamais partie. Du même coup,
on ne va vivre et on va continuer à vivre que dans cette atmosphère guerrière-là. Il n'y en aura pas d'autre. Sur le plan diplomatique, ça a des conséquences. Il va falloir gérer les conflits et les gérer dans une perspective qui sera multilatérale, et plus que jamais. Elle n'est plus bilatérale, elle est multilatérale, avec des forces comme celles que nous venions d'évoquer tout à l'heure, des volontés isolationnistes surtout, ou des volontés d'empire. L'empire chinois, l'ex-empire ottoman, l'ex-empire russe, l'ex-empire indien ou hindou. Bref, il y a là des néo-empires qui viennent en définitive du même coup se heurter, se confronter et influencer par définition la géopolitique. L'évolution, elle est là, elle est dans ce constat que nous devons faire et peut-être alors faudra-t-il imaginer sur le plan européen l'équivalent d'une société des nations ou d'une organisation européenne des Nations Unies qui pourrait prendre des décisions comme celle de l'ONU, mais sans doute à ce moment-là une organisation de paix dans une charte nouvelle qui ne concernerait que le continent européen. On aura ainsi des îlots qui seront probablement gérés par des organisations internationales qui auront à charge la paix sur leur partie, sur leur territoire, sur leur continent. Et l'ONU, à mon sens, si elle ne se réforme pas, aura face à elle 2, 3, 4, entre guillemets, petites organisations internationales spécifiques à chaque continent. C'est à mon sens une évolution géopolitique, diplomatique, presque écrite aujourd'hui, et qui est peu réfléchie, en tout cas insuffisamment, mais c'est une observation qui va changer toutes les relations internationales dans les 20 ou 30 prochaines années. Alors, la difficulté ou la crise ou les crises que vous évoquez, elles ne sont pas d'ordre national uniquement, vous avez raison, elles sont d'ordre mondial. Il y a 3 constats qu'il faut faire. Le premier, c'est l'approfondissement des inégalités. Vous avez quelques hommes, quelques oligarques au plan mondial qui possèdent des fortunes absolument incroyables. Monsieur Elon Musk, par exemple, 400 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. On n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité de telles fortunes amassées par des personnes privées. Les inégalités se creusent. C'est un constat que chacun peut faire en France, comme en Europe, comme dans le monde. Certes, on a moins faim, bien sûr, mais il y a quand même toujours 1 milliard d'êtres humains qui ont faim. Certes, la santé est meilleure, mais il y a toujours 1,5 milliard d'hommes et de femmes qui ne sont pas soignés comme il faudrait l'être dans le monde. Oui, les inégalités se creusent entre ceux qui ont du mal à vivre de leur travail et ceux qui vivent bien, voire très bien, de leurs revenus du capital. Le deuxième constat qu'il faut faire, c'est le bouleversement de l'intelligence artificielle, d'Internet. C'est aujourd'hui, effectivement, une économie totalement nouvelle. C'est la même révolution que celle que nous avons connue avec l'électricité, le pétrole ou l'imprimerie, il y a beaucoup plus longtemps et quelques siècles. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes rentrés dans une nouvelle économie, celle de l'information, celle où les données ou les data sont la principale richesse. Dans cette économie-là, nous ne sommes pas tous préparés. Et bien évidemment, il y a là aussi une nouvelle source et d'incompréhension et d'inégalité et d'inadaptation. Ce qui fait dire qu'une partie de la population mondiale, sans doute presque la moitié, n'est pas adaptée aujourd'hui à cette nouvelle économie ou forme d'économie sur le plan mondial. C'est une deuxième source de crise. Et vous avez une troisième source qui est d'ordre culturel, pour ne pas dire civilisationnel. Vous vous souvenez du titre du livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, et qui, il y a presque 20 ans, prédisait une guerre, justement, mondiale, entre les tenants d'une religion et les tenants d'une autre. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au bord d'une guerre, non pas civilisationnelle, mais en tout cas culturelle, avec des cultures qui, voulant s'imposer sur le plan mondial, des cultures qui ne sont pas que religieuses, mais l'intelligence artificielle, c'est une culture, mais la langue, et par exemple la langue chinoise, avec sa manière d'aborder le monde, c'est une culture particulière. Et ces cultures ont vocation à dominer le monde. Elles ont vocation à imposer leur manière de voir et leurs normes
au monde tout entier. Il y aura là, par conséquent, et il y a là, une troisième source de crise, une troisième explication des crises que nous vivons, avec, bien entendu, la crise climatique et environnementale qui vient chapeauter les trois causes que je viens d'évoquer. Ce que je décris là n'est sans doute pas très agréable, alors même que nous fêtons la nouvelle année, mais je pense qu'il faut dire la vérité, et que cette vérité-là, elle nous permet d'aborder peut-être un peu mieux, non seulement la prochaine année, celle qui arrive là, qui est là, mais les prochaines années dans leur ensemble, jusqu'à 2030, 2035, puisque ça va être notre environnement. Cette crise que nous venons de décrire, c'est ce que nous allons vivre ensemble. L'espoir de la Serbie, il est grand, et il est important. Je souhaite pour ma part qu'elle puisse faire partie, la Serbie, de l'Union européenne. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'approfondissement est devenu plus important que l'élargissement. C'est une nécessité. La réponse de l'Union européenne face aux crises et aux causes des crises que nous venons d'évoquer, la réponse de l'Union européenne, c'est plutôt l'approfondissement que l'élargissement. C'est tout à fait clair. Dans ce contexte-là, il est difficile pour un pays comme le vôtre, donc comme la Serbie, d'avoir son entrée ou ses entrées dans l'Union européenne. C'est tout à fait exact. Donc j'ai envie de dire, oui, il faut garder espoir, tout en sachant que dans ce contexte, il va falloir travailler à l'évolution du pays, de la Serbie, je veux dire, pour l'adapter encore plus, encore mieux aux contraintes de l'Union européenne. Et partant du raisonnement que nous venons de faire, et merci d'avoir posé ces questions, alors préparez votre pays à bien comprendre et saisir les raisons des crises que nous venons d'évoquer, les raisons des difficultés que connaît la France ou que connaissent les pays de l'Union européenne, et du même coup, peut-être que la Serbie dise ou proclame que non seulement l'Union européenne est pour elle une nécessité, mais qu'en plus, elle peut l'aider à trouver les réponses nécessaires à ces crises et qui permettraient donc à chacun, aussi bien aux Serbes qu'aux autres Européens, de vivre en harmonie.